qui est capable d'identifier une opportunité et de transformer cette opportunité en valeur. Et c'est ce qu'on vérifie en premier lieu lorsqu'on a des entrepreneurs qui s'adressent à nous pour demander des conseils, sachant qu'on ne donne pas de conseils, mais on donne peut-être une analyse, une vision du contexte et du potentiel. Le conseil, les conseillers. Nous ne sommes pas des conseillers, même si notre métier c'est quelque part du consulting, mais c'est la méthode qui compte plus que. On ne vous dira jamais ce qu'il faut faire. Par contre, on vous dira comment il faut le faire, quelle est la meilleure façon d'approcher une problématique. Mais peut-être très rapidement, je sais que toutes les personnes là qui sont présentes ont des choses très valables à partager avec l'ensemble des participants. Si on reste dans une logique sectorielle, là on est en train de se tromper. Là où il n'y a pas de secteur TIC. Et je vais vous prouver pourquoi. Alors, la tendance économique aujourd'hui est à la tertiarisation. La tertiarisation veut dire qu'il va y avoir de plus en plus la quantité de services dont les produits est en train d'augmenter. Même une bouteille d'eau aujourd'hui, elle a une quantité d'informations plus importante que le siècle dernier. Et elle aura beaucoup plus d'informations dans 10 ans qu'aujourd'hui. Bouchez l'information. En fait, on vous apprend les technologies de l'information et de la communication, mais on vous parle de la technologie et on oublie de vous parler de l'information. Est-ce qu'on donne des cours sur l'information? L'information, c'est de la matière vivante. Nous sommes dans l'ère cognitive. Si vous ne savez pas que l'information, c'est de la matière vivante, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes en train réellement de passer à côté de quelque chose. La matière vivante, elle a une durée de vie. Quand on parle, elle a une durée de vie qui n'est pas vivante, donc forcément, elle a une durée de vie, donc elle est vivante. En plus, pour qu'elle soit exploitable, il y a des codes. On est en train de développer en fait des nomenclatures pour gérer cette information. Et ça, c'est le travail que vous devez faire ici. Donc, c'est dans les écoles qu'on développe les normes, les standards, etc., pour lire justement, déchiffrer l'information qui est devenue de la matière vivante. De l'ère cognitive. Autre dans la planète, autre l'ère cognitive, vous allez trouver des choses intéressantes là-dedans à lire. Alors, très rapidement, je fais vraiment des choses très rapides. Le secteur, si on ose dire, moi, je ne l'appelle pas secteur, c'est un cluster en fait. Le cluster TIC. Le cluster TIC, c'est en gros, j'arrondis comme ça, vous allez pouvoir les retenir. 2000 entreprises, 20 000 emplois, très peu. Moins de 1% sont considérés comme ce qui est à tous. 3 000 à 4 000 emplois créés par an. Tâche, 3 000 à 4 000 emplois par an, même pas 10%, la capacité d'absorption de notre des débouchés, des diplômés de l'enseignement supérieur, le cluster technologique ne peut absorber que 10%. C'est très peu. Pourtant, il y a un paradoxe, ça représente 10% du PIB. Allez, ça représente 10% du PIB. Là, il y a quelque chose qui a déchiffré aussi. على خاطر قاعدين احنا نحطوا في الانفراستركتور ونحطوا في voilà قاعدين نحطوا في التليكوم l'infrastructure. Mais bien sûr, l'infrastructure c'est de l'investissement. Donc ça c'est bien, mais il faut savoir déchiffrer qu'est-ce qui est valeur ajoutée de qu'est-ce qui est investissement. Et ça c'est pas encore fait. Donc vous voyez qu'on a un problème avec l'information. J'y reviendrai. Yassine Brahim, j'ai été entrepreneur plusieurs fois dans ma vie professionnelle et puis manager dans le monde de l'informatique et plus spécialement le monde du logiciel pour le monde de la finance et de la banque jusqu'à un certain 27 janvier 2011 où j'ai disparu de ce monde-là. Je suis rentré dans un autre monde dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai choisi tout à l'heure de vous exposer justement une vision en reliant l'entrepreneuriat, une vision de où est-ce qu'on peut s'inscrire dans les 10 ans à venir, Fitouns, par rapport à notre environnement en fait, global dans lequel on vit, géographique, et qui peut être très important pour les gens qui sont dans le monde de la technologie aujourd'hui, de voir cette troisième révolution industrielle qui est en train d'arriver, de se mettre en place dans le monde, et dans laquelle l'Europe est leader, et ça va être une grosse opportunité pour la Tunisie, donc je vous parlerai de ça tout à l'heure. Ramzi Lefqi, PDG de Via Mobile, créateur du M-Dinar. Je me présente d'abord après. Est-ce qu'on répond à la question là? On a une
Donc la question par rapport à la culture et inverser la tendance. Je pense, mon expérience, un peu qui m'a fait l'as, on a une expérience similaire. Ce qui fait les entrepreneurs, c'est la réussite. Pour moi, c'est pas l'argent. Bien sûr, mais c'est la réussite qui fait ça. Et je pense, si on a plus de réussite en Tunisie, les gens vont automatiquement être attirés par l'entrepreneuriat. Donc Lyon, bon, il y a beaucoup d'histoires et de culture en Tunisie qui fait que des mentalités qui existent. Soit femme à des entrepreneurs qui sont malhonnêtes, donc l'entrepreneuriat est touché par rapport à ça. Si vous voulez. Donc il y a la culture, mais je pense ce qui est important, c'est que de voir les sociétés qui réussissent. Google ou l'université, tu vois des sociétés qui réussissent. Donc automatiquement, 1000 étudiants, il va y avoir au moins 100. Je crois que elle est possible, elle est atteignable. في تونس يلزمنا des réussites comme ça, يلزمنا des sociétés صغار معناها اللي يخرجوا من حاجه اللي ما كانتش مخلوقه معناها جديده وتنجح. خاطر كي تشوف كي نحكيو بون جي با لي ستاتيستيك مي كي تشوف تونس هنا لي سوسيتي الكبار معناها كيما في فورتشون 100 كلهم ما فيها ايتاتيك ولا خارجه من ايتاتيك والا دي زون دافير بارتيكولير اللي هيستوريكمون هما اللي شادين كل شيء. Donc, je pense qu'une des choses qui est importante, c'est d'aider les petites sociétés à réussir et d'avoir plus de sociétés, des entrepreneurs, ou là, des jeunes entrepreneurs, des nouvelles idées, de le voir réussir. Ça, c'est très important. Automatiquement. Bien sûr, je dis ça facilement, mais ce n'est pas facile dans ce sens. Il y a une culture tout autour, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je présente Bess Boussofal, je dirige la filiale tunisienne de Talent. Talent est une SS2I internationale. Nous sommes, c'est un nearshore qui a commencé, qui a à peu près 100 ingénieurs sur des nouvelles technologies comme Java J2E. Et nous opérons pour les grands comptes et les clients de Talent. Alors, moi, je vais d'abord, je vais partir parce que ce que j'ai vu de la superbe intervention tout à l'heure, c'est la Tunisie comme plateforme. Alors moi, je vais mettre les trucs, tout le monde le sait, Yassine le sait, etc. Je suis un adepte de l'hypercroissance. Ça veut dire, et je l'applique, c'est-à-dire je pense que les chiffres sont tellement bas qu'on ne peut pas se contenter de 15 ou 20 ou 30%. Donc c'est pas pour vendre des mirages, mais je pense qu'on s'en sortira quand on se dira, effectivement, il faut viser des croissances importantes, il faut qu'on fasse il y a des perspectives importantes pour qu'on arrête tout de suite les choses changeront, on se batte sur des précarés ridicules, etc. Donc, alors l'approche, la question qui a été posée, comment inverser les tendances, comment passer de consommateur à producteur éthique, comment remonter la chaîne de valeur, comment utiliser la plateforme. Nous à l'époque on avait ce que pense Talent, et ce qu'on avait pensé, et d'ailleurs on avait initié une démarche il y a 2 ans de cela, c'est de dire la chose suivante. La première chose, c'est qu'effectivement, pour développer de la valeur autour d'éthique, il nous faut un champ d'expérimentation. Donc la Tunisie est un champ d'expérimentation. Pour ce faire, il faut viser ce qui sont les compétences sectorielles de Talent, les opérateurs de services. Pour faire l'éthique, il faut déjà passer, si on veut voir grand, sur les opérateurs de services, sur les télécoms, les utilities, et puis la finance. Alors, à partir de ce constat, donc, il faut venir avec les leaders dans ce domaine en Tunisie, au niveau des utilities, c'est-à-dire Sonet, Stec, au niveau des télécoms, tunisiens, etc. Et puis monter avec eux des produits, des services, et après les expérimenter sur leur plateforme, et après les exporter plus tard. Là-dessus, il y a une petite grille d'analyse. Pourquoi on a dit on va se focaliser pour la Tunisie s'il y a
et les utilities et pas la finance. Pourquoi? Parce que si on compare par exemple la Tunisie, voyons grand, comme a dit Firas, si on compare la Tunisie avec le pays qui est au niveau de nos ambitions, la Suisse, 10 millions d'habitants. Quand on est 10 millions d'habitants, si on compare le secteur financier tunisien, le secteur financier de la Suisse, ils sont tombés, quoi. Je veux dire, c'est un trait de plume. C'est pas la peine, je conseillerais une société ici, mais CSI, à part de se mettre dans un mode de sous-traitance, c'est une possibilité, de venir développer des produits pour les banques et d'essayer de les expérimenter autre part. Donc ça, il faut laisser tomber. Par contre, quand on est capable, comme la STEC ou la Sonnette, de raccorder 2 ou 3 millions de subscribers au réseau de l'électricité et de la Sonnette, oui, c'est comme la Suisse. La Suisse ne pourra pas faire plus. Donc on est un peu critique pour développer des produits et des choses intéressantes. Même chose, ça on le sait, je viens de télécom, vous savez bien, mettre un système d'information pour un service provider, pour un telco qui a 1 million, 2 millions ou 6 millions d'abonnés comme Tunisiana ou comme Tunisie Télécom, ça arrive à une masse critique pour faire des choses intéressantes. Donc voilà un peu la démarche, etc. Après, ce qu'on avait fait il y a 2 ans, parce que la crise, c'est la marée basse. Qu'est-ce qui se passe à la crise? C'est que nous, on avait identifié, on avait vu qu'en Europe, il y a des projets qui sont dans les cartons, qui sont différés par la crise. Les gens ont d'autres priorités. On s'est dit, tiens, on va venir voir les opérateurs et leur dire, écoutez, ces projets dans le carton, la crise est une opportunité. Développons-les ensemble. Et quand la croissance reviendra, les gens qui devaient les développer par des sociétés comme Talent, etc., vont les trouver toutes prêtes et à consommer, et ils le feront. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on était dans un autre contexte. Je pense maintenant, grâce à la démocratie, du coup, on peut parler, que les gens sont sous le coup de peuvent rendre des comptes et sont sous peut-être qu'une démarche peut fonctionner. Donc voilà un peu moi ce que je voudrais la vision, sans toute modestie, ou la voie que je pense utile, c'est-à-dire faire monter des champions nationaux derrière de grands opérateurs de services, soit par assémage, soit par directement, et développer avec eux des produits de demain. Alors, sur la Sonnette et la STEC, c'est les compteurs numériques, beaucoup de sujets qui peuvent être développés et où on pourrait avoir une démarche assez créatrice de valeur. وانا تكلمت برشا قبل تو باش نحكي في ساعه باش نخلي تروح لغيري. شو اتس ا كازم معناتها ما فماش سوليسيون واحد باش نقلبوا كيما نقولوا الوضع اللي احنا فيه. اما كان جيت باش نخمم ونقول شنو لي زيدي اللي نجموا نعملوهم توا اللي ممكن ياثروا من بعد قاعد نخمم كيما انا انتربرونور اللي يولي عندهم ايفي كبير بتاتر من توا ما حشيش لا بالدوله لو حتى حاجات انا نجم نعملها. خلينا نشوفوا احنا في جامعه احنا توا نتحدى نعمل تحدي بروجي صغير الكل بروف والكل اتيديون يخمم وديجا بديت نشوف فما حركه باهيه يخمم انا نقرا 9 شهور يلزمني كل عام فما اسبي براتيك من العام الاولاني اسبي براتيك اللي نعمل بروجي صغير. ابدا بنفسك، ابدا بيك انت قبل ما تستنى غيرك باش يعاون. سو هذه بتاتر حاجه نعملوها. انا عطيت ليكزامبل ولدي في امريكا عمره 9 سنين عملناه باش يتعدى تروازيام اني بريمير عنده بروجي عطاوه كرتونه كيفاش قالوا سمي اعمل برودوي بتاع فينانس بانكا، اعمل بانكا ولا حاجه كيما هكا اعطيها اسمه نمشي بيعها. رصت لنا انا واخته والمدام عدينا نهارين نقصوا نطلع بيديه ونلونوا، عملنا شقاقه وطلع لها اسم وباعها لنا لينا احنا ومشى باعها للجيران. سي كوم سا مع هذاك في لازمك تعمل
سي بليزير تعرف والله عدينا ليلتين جو تفرجنا في التلفزه لا عملنا حتى شيء نخدموا ونلصقوا ونعملوا معناتها ابدا بروحك انت كشخص ومن بعد هوني في اليونيفرسيتي واعملوا برايزز معناتها اللي يعمل احسن بروجي ياخذ حاجه علاش ليه؟ كي تعملوا بروجي وتعملوا بريزونتاسيون استدعيوا جماعه كيما شفتونا واحنا نكونوا دي جوج مثلا اعمل ديناميكيه هذه لا حاجتي بالدوله لا حاجتي بالبنك لا حاجتي بحد شيء نزلت هوني ما فما برشا حاجات نبداو هكا نبداو بانفسنا كما يقولوا سمول ستيبس شكون قال جاينت ليبس اللي هبط اول مره في القمر ارمسترونج سمول ستيبس اما جاينت ليب ابدا سمول ستيبس من غير ما تفطن تلقى روحك غادي اوكي بارك الله فيك سي فراس. Je pense qu'il y a deux composantes essentielles. Si on veut renverser les tendances et avoir plus d'entrepreneurs, il y a bien sûr le facteur humain, la personne qui doit avoir le mindset, donc la volonté réelle de créer des entités, des startups. Ça, c'est l'une des choses. Et l'autre chose, c'est bien sûr l'écosystème, avec la complexité, avec les players, les filles, etc. Bon, je pense que si on veut voir la première composante, c'est clair. Il y avait par exemple la question qui veut vraiment, qui opte à créer des startups. Je trouve que le nombre de personnes n'était pas si grand que ça. Alors, وحتى l'expérience نتاعنا في تونسيانا avec le lancement du programme qu'on a, par exemple, moi je reçois pratiquement tous les jours des demandes ou bien des CV pour PFE ou des CV pour intégrer la boîte, mais ce n'est pas le même degré de gens qui appliquent à notre Startup Factory, à notre programme. Malgré qu'on a investi beaucoup d'énergie, beaucoup de vraiment de conception pour justement faciliter et un peu. On est au début de ce programme-là, mais clairement, le mindset et surtout l'ingénieur de la City, c'est de voir les grands noms et d'intégrer les boîtes plutôt que de créer sa propre boîte à lui. Et je pense pour renverser un peu cette tendance, c'est un process qui prend du temps et beaucoup de patience. Et je pense que Tunisienne, avec cette initiative, on veut contribuer à ça. On est réaliste de les attendre, mais il ne faut pas attendre à ce que rapidement cette tendance soit renversée. Chacun fait sa part de la chose et je pense qu'on peut arriver ensemble à une meilleure situation. Je vous remercie pour ce premier tour de table. Donc, je vais essayer de résumer très rapidement les différentes réactions à cette question. Comment inverser la tendance? Comment faire de nos jeunes, ou bien comment planter cette petite graine d'entrepreneuriat pour qu'on ait des entrepreneurs? Donc, cercle vertueux pour M. Fay. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une success story, donc par lui dire, par contagion, on ira plus de success story, etc. Prendre pour M. Benyoun, donc c'est une question à long terme, donc quelque part dans notre éducation, et c'est vrai peut-être pour beaucoup d'entre nous, y compris peut-être dans notre formation à l'école, donc vous avez tous été habitués à être pris par la main pour les moindres choses, ça a peut-être été une erreur. Donc il faudrait donc se lancer déjà et pas à pas, donc pour reprendre Firas, donc on ira beaucoup plus loin. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire, il faut voir grand, et c'est possible, c'est possible. Nous pouvons, disons, vous pouvez créer des entreprises, voir vos entreprises devenir grandes, voir vos entreprises passer les frontières. Donc faire de la Tunisie une nouvelle Corée ou un nouveau Japon.
Donc il y a quelques années, la Corée n'existait même pas sur le plan, disons, économique mondial. Aujourd'hui, vous voyez la Corée, la Chine, donc beaucoup, la Turquie qui est en train de croître. Donc aujourd'hui, donc un nouveau miracle qui est la Turquie. Donc nous n'avons pas une culture qui est loin de celle-ci. Donc pourquoi pas? Donc il faut y croire et je pense qu'on est capable de créer un nouveau miracle, un vrai miracle économique tunisien, pour peu qu'on ait un peu plus confiance en nous. Donc ceci, donc là, beaucoup d'autres questions, mais étant donné le temps, donc il y a une question que vous, les élèves, demandez que je pose donc à nos invités, donc qui est en fait le titre, le thème de cette table ronde, comment intégrer l'éthique dans les autres secteurs. Ça peut, donc là, comment intégrer, donc c'est une question, je suppose, technique et commerciale. Donc voilà, j'ai passé la parole à Sir Rafil, ensuite on fait le tour. Donc en fait, ça peut être un bon point de départ, puisque de toute façon, la compétitivité de toutes les filières dépend d'aujourd'hui de plus en plus, non seulement sur des facteurs endogènes, mais aussi sur le niveau d'intégration technologique. Et un exemple très simple. La filière huile d'olive. Est-ce que vous savez pourquoi la Tunisie n'arrive pas à exporter de l'huile d'olive conditionnée? Qui sait? Le conditionnement, c'est quelque chose de basique. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à l'exporter? Parce qu'on ne maîtrise pas la chaîne d'information. La traçabilité. Parce qu'on n'arrive pas à mettre l'information. C'est ce que je vous disais sur la bouteille d'eau, c'est la même chose pour notre bouteille d'eau, d'ailleurs, elle est exportable. La source est donc c'est une matière presque naturelle qu'on met directement, pratiquement on est à quelques kilomètres de la source, on met en bouteille. Vous imaginez pour l'huile d'olive, c'est très compliqué. Il remonte à l'information parce qu'on doit savoir à la limite où est la parcelle d'où est sortie l'olive. L'arbre, la sortie de l'olive, où je trouve le fertilisant, voilà tout ce qui a été, les manipulations qui ont eu lieu durant la durée de vie de l'olive. On ne maîtrise pas l'information. On n'arrive pas à intégrer donc la technologie dans la filière huile d'olive. Donc du coup, on n'arrive pas à exporter. Donc il faut s'intéresser déjà à ces filières. En plus, il faut commencer par les filières, effectivement, commençant par nos filières, les hommes normalement des filières stratégiques pour la Tunisie. Le zitoun, le tomate, tout ça, ce sont des filières stratégiques. Et il y a énormément de choses à faire. J'ai fait un papier il n'y a pas longtemps, j'ai démontré que l'huile d'olive, il y a de quoi faire travailler 1 million de personnes en Tunisie. Un modèle économétrique. Simple. 1 million de personnes peuvent travailler dans l'huile d'olive. Et en plus, on peut augmenter le niveau de valeur ajoutée parce qu'on peut intégrer du blending, on peut intégrer beaucoup de choses. Mais si les gens qui étudient la technologie regardent comment des ingénieurs du code et les langages Java, etc., ne s'intéressent pas à l'huile d'olive, on ne va jamais faire l'opérculation. Donc il faut s'intéresser à ces filières-là. Donc il faut dire, donc, déjà s'intéresser à ces filières. On a deux choses qui sont gênantes en Tunisie. Moi je donne la ligne, on a un mauvais rapport avec le temps. Déjà, regardez, nous sommes dans une école d'ingénieurs et nous sommes en retard. Déjà, si on a un mauvais rapport avec le temps, on a un mauvais rapport avec les événements, avec l'information, avec tout. C'est une chose qui est gênante, c'est qu'on n'arrive pas à fonctionner en mode collaboratif. Que le واحد يحب يخدم وحده. وكل واحد يحب يكسر راسه في التريتوار نتاعو. Il faut casser les territoires. Si on ne casse pas les territoires, le blocage linéaire, si on ne casse pas les murs, d'ailleurs c'est plus facile de construire un mur que de construire un pont. Hein. Les ingénieurs génie civil le savent. C'est la même chose dans les relations avec les autres secteurs, avec les autres êtres humains. C'est ça. J'ai préparé une réflexion. Dans une école d'ingénieurs, vous êtes à un stade où ce qui peut être bien de partager, peut-être, c'est de voir vers où on va, globalement, pour voir effectivement où l'éthique peut servir, quels sont les secteurs porteurs actuellement et où la technologie peut servir.
Et il y a la technologie, en fin de compte, maintenant on se dit, le secteur technologie de l'information Internet n'ont pas constitué eux-mêmes, ce secteur par leur seule force, une nouvelle révolution industrielle. Il y a eu un grand développement, on connaît le téléphone portable il y a 15 ans, on connaît Internet autant que ça, mais quand on regarde le taux de croissance mondial, globalement sur les 15 dernières années, ce n'est pas une révolution. En fin de compte, dans l'histoire des êtres humains, les révolutions n'ont lieu que quand il y a une solution à l'énergie. L'eau ou la vapeur, pas les énergies fossiles, le charbon, le pétrole. On est encore dans la deuxième révolution industrielle des fossiles, du charbon et du pétrole. Et donc, malgré l'arrivée des technologies qui ont contribué à quelque chose de très important, l'augmentation de la productivité. L'augmentation de la productivité qui a été très bénéfique pour produire du PIB, mais sur les 20 dernières années n'a pas été bénéfique à la production d'emplois. Là, c'est même inversé. Donc là, on est à l'aube de la fin, et là, ça se compte en dizaines d'années, de la deuxième révolution industrielle. Parce qu'on a un gros problème énergétique. Aujourd'hui, dans le monde, on consomme 3,5 barils de pétrole quand on en trouve un. Donc la courbe, la gaussienne, on est dans la pente descendante de la gaussienne. Et il y a une troisième révolution qui se prépare. Et cette troisième révolution va être guidée par l'Europe. L'Europe est le continent qui est en train de s'y préparer. J'ai beaucoup d'Américains autour de moi, excusez-moi. Pourquoi l'idée par l'Europe? L'Europe, en fait, a fait un choix presque obligé. C'est-à-dire l'Europe n'est pas l'industrie fossile n'est pas très développée en Europe, même s'il y a des secteurs comme British Petroleum, comme Shell, etc. Il n'y a pas de pétrole en Europe, il y a de l'énergie nucléaire, mais il n'y a pas de pétrole. Et donc l'Europe a été plus sensible aux questions, finalement, aux questions de effet de serre, etc., etc. Et donc l'Europe a été précurseur sur les énergies renouvelables. Et notamment, surtout, quand on dit l'Europe, surtout l'Allemagne et l'Espagne, finalement, hein, parce que la France est un peu collée avec le nucléaire. Mais l'Allemagne et l'Espagne ont vraiment poussé l'Europe, et avec la directive 20-20-20, c'est-à-dire moins 20% de dégagement de gaz à effet de serre pour le changement climatique, 20% d'économie d'énergie, et 20% d'utilisation d'énergie renouvelable en Europe à l'horizon 2020. Ça, c'est un plan qui a démarré il y a 10-12 ans en Europe et dans lequel l'Europe a investi rien qu'en recherche et développement plusieurs dizaines de milliards d'euros. Cette troisième révolution industrielle va être une grosse opportunité d'emploi. Elle l'est déjà. Aujourd'hui, en Allemagne, tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables crée plus de 300 000 emplois, quand tout ce qui est énergie fossile emploie 150 000 personnes. En Espagne, il y a eu, dans la vague évidemment de croissance de l'Espagne, il y a eu beaucoup d'emplois dans ce domaine. Et comment l'éthique vient là-dedans? La vision, qui est en plein débat aujourd'hui en Europe, et ça avance dans ce sens, c'est de dire ce qui s'est passé dans le monde de l'informatique pourrait se passer dans le monde de l'énergie. L'idée, c'est de dire les centrales électriques, qui sont l'équivalent des mainframes dans les années 60-70. On va évoluer vers les réseaux intelligents. Avec chaque bâtiment, c'est un PC, c'est un laptop. Donc chaque bâtiment pourrait produire de l'énergie parce qu'il va utiliser de l'énergie renouvelable selon son emplacement. Ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolienne, ça peut être de l'hydraulique dans des pays qui sont au bord de fleuves ou autres. Ça peut être de l'énergie sous terre, la chaleur sous terre, etc., thermique, ou la transformation de déchets, donc les 5 sources d'énergie renouvelable. Donc le bâtiment est producteur d'énergie pour sa propre consommation à l'instant T. Et avec le développement des technologies d'hydrogène, il peut emmagasiner de l'énergie pour être vendeur d'énergie à l'instant T prime. Et donc si les réseaux électriques savent utiliser les technologies, et c'est ce qui est en train de se passer avec ce qu'on appelle les smart grids, etc.,
si les réseaux électriques sont suffisamment bien développés avec la TIC qui existe aujourd'hui, à un moment donné, on sait quels sont les bâtiments qui sont à un instant de consommation d'énergie, de leur propre énergie, ils ne sont pas vendeurs d'énergie sur le marché, sur le réseau d'énergie, et à quel autre moment ils pourraient vendre de l'énergie aux distributeurs en général, local, national, ou en direct par rapport à un réseau fermé. Donc cette tendance est une tendance qui va s'accélérer dans les années à venir, et ça va s'accélérer à commencer par l'Europe. Aux États-Unis, bien sûr, il y a plusieurs États qui ont travaillé dessus, et nous, on est en train, dans l'organisation où je suis, en regardant un peu le plan long terme du pays, on est en train de regarder comment la Tunisie peut s'inscrire là-dedans. La Sicile vient de finir son plan stratégique énergie renouvelable. Elle n'est pas loin, la Sicile. 5 millions d'habitants. Le plan consistant à ce que tous les bâtiments soient connectés avec l'énergie renouvelable va faire travailler plus de 1280 entreprises en Sicile. Va s'inscrire sur 15 ans. L'Europe, aujourd'hui, a un problème fondamental. 42 ans d'âge médian. Nous sommes un peu plus jeunes, 29 ans. On est un peu décalé. C'est une vague qui va être tellement importante qu'il est important que le pays s'y inscrive. Nous avons regardé l'accord qui est en train de, qui vient d'être négocié avec l'Europe. Malheureusement, on n'a pas assez insisté pour que le réseau électrique soit relié. Il y a un projet qui existe pour relier la Tunisie à l'Europe. Et donc, si on se projette un peu plus en avant, la Tunisie a une capacité de création d'énergie renouvelable. Si les réseaux électriques sont connectés, on est capable de pouvoir être producteur, voire vendeur d'électricité à l'instant T. Nous allons avoir des problèmes l'année prochaine électriques. Donc, être connecté nous permet, quand l'été, heureusement l'été, on a une augmentation de 50% de notre consommation, de pouvoir utiliser l'Europe. Donc, en fait, le message est de dire, si on raisonne à un secteur, dans le cadre de vos études, je suppose, je ne connais pas le programme, mais je suppose que vous regardez un certain nombre de secteurs, le secteur des énergies, tout ce qui est smart grid, tout ce qui est réseau électrique, il faut vous intéresser à cela parce qu'il va y avoir énormément d'opportunités dans, vous êtes jeunes, les 20, 25 ans à venir, mais ça ne va pas démarrer dans 15 ans. Ça va démarrer dans les années à venir. Les Européens seront obligés de venir chez nous positivement parce qu'il y aura une source de matière grise ici, parce qu'il y aura une source de production ici, il y aura des capacités ici. Ils auront un problème même pour pouvoir subvenir aux besoins qui vont être créés en Europe. En même temps, nous, si on peut pour une fois ne pas être suiveurs, comme on l'a été et on l'est dans la deuxième révolution industrielle, quand on fait un petit saut, et on s'inscrit dans cette vague, cette troisième révolution industrielle, ça peut être une bonne chose. L'autre secteur, plus court terme, sur lequel je pense les TIC vont jouer un rôle important en Tunisie, et là c'est un secteur que j'ai un peu découvert pendant mes 5 mois de gouvernement, c'est le secteur de la logistique. C'est le secteur de la logistique qui, en Tunisie, malheureusement, c'est un coût, la logistique. La logistique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tout ce qui est transport de la matière, disons, de la matière première jusqu'à la production, tout ce qui tourne autour et jusqu'au consommateur au final. Donc comment ça tourne? Malheureusement, en Tunisie, nos camions, aujourd'hui, tournent sur les routes à moitié vides, tout le temps. Parce qu'on est encore dans une logistique où c'est le producteur qui va pratiquement au dernier point de distribution. Nous n'avons pas d'opérateurs logistiques, nous n'avons pas assez d'entrepôts où, en fait, un peu partout dans le monde, quand la logistique est efficiente, nous allons avoir des opérateurs qui vont vers les producteurs, qui prennent la marchandise, elle peut être une marchandise diverse, qui les déposent dans des entrepôts, d'autres transporteurs viennent, les amènent au lieu de distribution, etc. On est très très en retard là-dessus, au point que ça nous coûte 20% du PIB. Dans les pays développés, ça coûte entre 5 et 7% du PIB. Au Maroc, ils en sont à 11% du PIB. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais pas plus, excusez-moi le terme, plus idiot que les autres. On a plusieurs problèmes. On a un gros problème foncier. La logistique a besoin d'espace. Et l'espace, c'est un espace qui doit être à coût faible. Dès qu'on s'approche des centres urbains en Tunisie, le foncier est très cher ou il n'est pas libéré. Il n'est pas suffisamment clair.
il est bureaucrate, le foncier en Tunisie. Alors c'est l'un des problèmes dont on doit vraiment se préoccuper. Il y a énormément de bureaucratie autour du foncier. Et dans tous les pays du monde, un état de droit se constitue quand le foncier se libère. Le foncier devient clair. Il n'y a pas de magouille autour, il n'y a pas de on ne sait pas, les Arad el-Ishtiraki, il y a tous les problèmes historiques du pays doivent se résoudre pour libérer le foncier. Et quand on libère le foncier, on dynamise l'économie. Donc la logistique souffre de ça. Ensuite, elle n'a pas une législation, elle doit aussi se développer. Mais aussi la corruption. Quand la logistique n'est pas transparente, ça permet énormément de corruption. Par exemple, le port de Rades est l'un des lieux de corruption le plus important du pays. Et c'est en même temps, c'est là, 75% de la marchandise qui s'échange pour l'efficience de notre économie passe par le port de Rades. Et ça a été une bataille. Je peux vous assurer, 3 mois avec des réunions toutes les semaines pour lancer le projet que j'ai toujours pas vu finir, de mettre les codes à barres sur les conteneurs pour pouvoir les technologiquement donc les repérer rapidement et les sortir. Parce qu'en fait, quand ils ne sont pas repérés, il y a beaucoup de gens qui peuvent être bien servis pour aller très vite. Ils peuvent sortir en 5 minutes. Hein. Ça dépend de la somme qui est payée. Donc en fait, la technologie dans la logistique peut jouer un rôle très important à court terme. Donc j'ai voulu me limiter à ces 2 secteurs. Un long terme auquel on croit beaucoup, parce que le pays peut vraiment bien avoir un levier très très important sur entrer dans la 3e révolution industrielle par le biais de l'énergie renouvelable. Et à plus court terme, la logistique est un secteur très porteur avec l'utilisation d'éthique. Merci. Ça, c'était très intéressant. Comme j'ai dit, peut-être société بتاعنا نعمل. Je pense, je vais prendre une autre approche par rapport à la question. أنا نشوف اللي عنا les écoles internes sont bonnes. Les étudiants techniquement sont bons. Ils ont les bases fondamentales, tout ce qui est fondamental, la technologie, tout ce qui est programming, Java, etc., etc. On a tous, vous avez tous la base et ce qui est nécessaire. Maintenant, il y a des choses qui manquent pour passer de l'autre côté. Il y aura l'application, les industries, où ils stockent l'application. Et ça devient un peu plus du côté marché. C'est Yassine Atta comme 2 exemples très importants. Moi aussi, je peux donner quelques autres exemples, mais il y a beaucoup d'opportunités. Mahloula, vraiment mahloula. Donc, je pense, ce qui est important, c'est que quand quelqu'un il a un diplôme technique, il ne faut pas qu'il pense technique bac. Il faut penser comment je vais appliquer cette technologie sur quel domaine. Et ça ne veut pas dire les 100%, même comme je suis programmeur, qui est en programmation ou la technologie. Pas nécessairement je dois les programmeurs ou je dois faire le réseau télécom, etc. Avec cette base, vous pouvez faire beaucoup de choses qui sont autour de la technologie sans nécessairement programmer. Et ça, pour moi, c'est important. On a un exemple, Via Mobile, bon, il y a une petite entreprise, mais on prend quelques PFE, 2, 4, ça dépend de l'année, mais on prend des PFE. Donc on annonce qu'il y a des ouvertures où ils jouent les candidats. Mais 100% des demandes des JONA, c'est des gens qui cherchent à faire juste de la technologie. Bon, c'est bien, mais en même temps, c'est alarmant pour moi que ça soit 100%. Allez, à la khadr, pour qui m'a dit Firas dans sa présentation, je t'attends la valeur. Ils n'ont pas seulement la technique, mais aussi tout ce qui est logistique, par exemple, project management, marketing. Ou le marketing, mais je n'ai qu'à la publicité. La publicité, c'est un petit bout du marketing. Marketing, je t'ai le produit et qui fait un bureau. Donc, si tu es programmeur, je t'amène un programme de logistique. Mais qui fait un bureau avec. Et ça, on est tous tellement, je veux dire, les étudiants, les chauffeurs, ils sont tous focalisés à la technologie en soi. Mais quand même, je paye avec ces paramètres-là, mais c'est tellement compliqué, les gens ne
خاطر انا الكليون تاعي سي اون بانك ولا ستيك ولا اللي هو كان باش نعملو ترو كومبليكي ماهوش ينجم. دونك il y a l'aspect produit, il y a l'aspect comprendre ce qu'on est en train de vendre sur le marché, et ça manque. مثلا لنا عامين نلوجوا على ديزاينر graphic designer. Pour moi ça peut être un ingénieur, ça peut être خاطر عنده la base, il est fort en maths, mais en même temps il y a une partie par exemple artistique ou une partie création. وهذيك لازم تعطيوها أكثر قيمة خاطر c'est là où il y a plus de valeur et c'est des choses qui manquent. En gros معناها لازم تخمم في روحك كيما société. كي أنا je suis une société وعندي des concurrents تاعي, il faut que je me différencie. Et واحد كون ما ينجمش il se différencie juste على البري. أنا باش نبدا أرخص ولا السالير تاعي أعلى ولا أوطى. يلزم لي زاد جو me différencie. En général أنا je pense اللي واحد يخمم على البري c'est que c'est désespéré معناها c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Le seul truc à faire, c'est les prix. C'est la même chose les contours en tant que personne. Mais je تخمم انت en tant que حتى les ingénieurs تاعي نقولوا باهي انت تو خدمت معنا عامين. الفرق ما بينك انت وواحد اخر تجيبه من برا شنو الفالور اجوتي نتاعك انت بارابور لا سوسيتي. يلزمكم تخمموا كيك حتى باش تبدا خدمه جديده والفالور تجي با سولمون dans la technique اللي باش تتعلمها كلكم تعلمتوا لا ميم تكنيك. كلكم تعرفوا نفس الشيء كي تخرجوا بون فما واحد عنده موين اكثر وواحد اقل مي سا شونج ابسوليومون ريان. من بعد لازم تخمم الفالور تاعك كيفاه انت باش تطلع فالور. اي سا فيان افيك لاندستري. معناها الاندستري جو با دير معمل مي سو كي يا سور لو مارشي. كاين انا باش ندخل في الانرجي رينوفلابل لازمني نقرا ونتعلم اكثر با سولمون سكو جي ابري معناها في الفاك مي انا شنو باش جو في مي ديفيرونسيي بارابور ا سا. كيف لوجيستيك كيف لي دومين نتاعنا مثلا financier, mobile, télécom, etc. Donc pour moi c'est ça ce que je voulais passer comme message. Donc j'avais répondu de manière anticipée à la question. Donc, moi je reviens donc effectivement l'énergie, je partage ce qu'a dit Yassine, c'est-à-dire que derrière les champions de la STEC essaient de développer des choses de demain. Alors, logistique, effectivement, bien que l'inconvénient, c'est que c'est un domaine où on n'est pas très bon par ailleurs. Je pense qu'il vaut mieux aller dans des domaines où on a une base d'expérimentation. L'eau aussi, puisque je veux dire, effectivement, je pense qu'il y a la gestion de l'énergie, mais aussi la gestion de l'eau, quelque chose de rare. Si vous pouvez savoir combien il y a d'eau qui est gaspillée dans les collectivités locales, dans des trucs, parce qu'il n'y a pas. Et là, l'éthique, alors moi j'ai vu des projets intéressants de disjoncteurs d'eau, c'est des choses où l'éthique peuvent essayer de gérer les factures. Donc ça, c'est donc sur ces sujets-là, comment devenir producteur, moi je suis certain, et c'est des choses qui peuvent se mettre en place très rapidement s'il y a ce dialogue entre ces grandes entreprises publiques, ces utilities, et toutes les sociétés que vous avez créées, et c'est aussi déjà créé pour bâtir un écosystème autour de ça. Juste sur la question, comment intégrer aussi l'éthique pour rendre l'économie plus compétitive plus généralement, j'ai vu des chiffres qu'avait présenté Firas tout à l'heure, il faut absolument monter ces chiffres vers le haut. Je veux dire, c'est plus une question de compétitivité, c'est une question de survie. Je ne vois pas comment dans un monde actuel on peut créer une entité commerciale quelconque sans avoir une entreprise connectée, sans avoir des PC, sachant que l'éthique en soi est un vecteur de best practice. Je veux dire, on ne peut pas implémenter un ERP ou des choses basiques si on ne donne pas à l'entreprise les process primaires minimum pour bien opérer, puis créer des marchés, la relation avec les clients, etc. Donc il y a tout un domaine. Et moi, si j'avais une recommandation à faire, parce que je sais qu'il y a toute une panoplie d'aide, d'accompagnement des entreprises, je trouve qu'il faudrait mettre l'éthique au cœur des politiques d'accompagnement. Ce que je veux dire, c'est qu'on donne de l'argent, on accompagne, on a des politiques on les appelle ici, etc. Et l'éthique ne sont pas... Il faut qu'on demande aux entreprises que les autorités publiques
campagne, d'avoir un site, d'avoir un minimum d'être connecté à ces choses-là, autant qu'on leur demande de papier, qu'on leur demande un minimum de capital, etc. Donc peut-être là aussi mettre l'éthique au cœur des politiques d'accompagnement de l'État, et là en s'appuyant sur des services professionnalisés, des services d'accompagnement, et ça peut promouvoir beaucoup d'emplois. Bon, if you can't measure it, you cannot manage it. Simple. Okay? هذه زرعوها لنا في مخنا في أمريكا. Which means you need numbers. You master the art of knowing numbers, and that's technology. ما نفهمش أنا توا كيفاش أي سوسيتي خذها وين ما تحب بما فيها في السياسة. Absolument بما فيها في السياسة. كيفاش تنجم تولي نمبر 1 حتى نمبر 2. كيفاش تنجم من غير تكنولوجيا؟ كيفاش نجم توا من غير ايميل؟ من غير معناتها الابليكاسيون تاع التكنولوجي in everyday life it's imperative. ما عادش ولا حاجه ممكن ممكن لا. It's imperative. بون ناخذ اكزامبل في البوليتيك نبداو من هوني في اوباما في امريكا نعطيه جارانتي ربح على خاطر they mastered the numbers. راهو كنا انا والمدام involved في الكامبين نتاعو سي انكرويابل قداش يعرف. راهو مش برك نمر التليفون قداش مولد عندك تسي لي باز دي دوني وفوقها هاو يو ماستر ذا يوز كيفاش تستعملهم دور تو دور ما تنجمش تعملوا من غير ما يكون عندك الانفورماسيون. هذه في البوليتيك في الهيلث كير. شكون توا معناتها الحمد لله عندنا ريزو سوسيال تليفون نطلب دارنا بربي زرستي توجع تعرفش شكون الطبيب. اما الانفورماسيون هذه لازم تكون كلها معناتها اوتوميتد من الطبيب من السبيطار من لي سيرفيس من الميديكال ريكورد معناتها if I'm able to look at the numbers نشوف المعامل ليزاناليز باش نعرف مثلا نمشي للطبيب سامبلومون الوالد مش يبلغ الوالد عنده القلب ربي يفضل عمره 70 سنه فيري اكتف معناتها الحمد لله. اما يلزم كل 6 شهور يمشي يعمل ديزاناليز ولا 3 شهور. انا من امريكا بابا من نوع كيما تهز الكل ما يهموش طلعت هبطت سي با ان بروبليم. ساعه كل 6 شهور يتبدل الدواء فما دواء جديد. شنو هو دواء؟ انا ما نعرفش. كل ما نجي لهوني براسي نقعد على الاورديناتور نخرج دوايات نشوف لي زاناليز نتاعو اللي المره اللي فاتت كيفاش المره توا اش عمل مي سي انكرويابل. هذا لازم يكون هكا لازم هو يشوف هكا ولا تدخل بنك تشوف قداش عندك لا انفستمنت في الفينانس توا يمكن تريد اونلاين ونشوف البورتفوليو نتاعي اونلاين. معناتها اللي نحب نوصلوا technology in everyday in energy in healthcare in politics in your own management of your time and calendar to be on time is an imperative. وهذا يخلي عندك an absolute awesome idea. The beauty of technology is renewable. What you used 3 years ago is ancient. توا تستعمل حاجة جديدة. That keeps the opportunity of always having to innovate and also create new companies and new blood. That's the beauty of technology. Merci, Sifilas. Alors, pour répondre à la question de l'intégration d'éthique dans les divers domaines de l'économie, je vais approcher la question d'une expérience personnelle. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne. J'ai fait mes études d'ingénieur en Allemagne. Et ce qui est marquant, ce qui a marqué mon expérience, c'est que au moins 80% des étudiants en ingénierie travaillent, job, parallèlement aux études.
Et typiquement, c'est pas du programmation, le travail en ingénierie, il s'ouvre aux divers secteurs. Il travaille chez Adidas, chez Aldi, chez, je sais pas, c'est BMW. Et déjà là, il y a une acquisition des problèmes réels de l'industrie et des divers secteurs. Donc, il y a l'aspect ouverture qui est très important, à mon avis, pour contribuer d'une façon positive dans les divers secteurs de l'économie. Je pense qu'il faut bien noter que ce n'est pas une ouverture du système, c'est plutôt l'ouverture de l'individu. C'est l'individu qui cherche, qui essaie de voir qu'est-ce qui est intéressant pour lui, dans quel secteur il travaille, ou typiquement, il enrichit avec la composante ingénierie, la composante technique, quel que soit le secteur. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la biotechnologie dans le temps. Et on a fait un petit programme pour gérer un peu donc tout ce qui est croisement, etc. Ça enrichit et ça permet un peu d'identifier dans quel secteur je peux contribuer. À mon sens, c'est un point important. Madame Lilia va nous faire une petite récapitulation, puis on va lancer une interaction et puis on va clôturer. Donc en gros, pour répondre à la question, donc comment et où appliquer, à quel secteur appliquer l'éthique, donc je crois que c'est unanime. Donc si on regarde un peu ce qui a été dit, on peut appliquer l'éthique à tous les secteurs, donc à n'importe quel secteur. C'est un mode de production qui est en lui-même renouvelable, puisque la durée de vie d'un produit c'est 3 ans. Donc en fait, on peut l'appliquer soit à disons d'anciens produits, donc en voyant un peu dans le terroir, en essayant de valoriser par l'éthique ce qui est déjà fait dans d'autres secteurs donc de production, soit on peut également se projeter dans l'avenir et essayer de trouver des applications donc à des secteurs à venir, tels que le secteur de l'énergie, les énergies donc renouvelables. Donc également, il faut être ouvert donc, et regarder, et ça rejoint également l'ouverture, l'écoute dont on parlait tout à l'heure. Donc écouter, regarder, essayer de percevoir donc où et imaginer, c'est peut-être aussi le point qui n'a peut-être pas été cité, mais c'est également la force d'imagination des êtres humains, la vôtre. Donc mettez de côté, une fois sorti, mettez de côté que vous êtes des ingénieurs et pensez autrement. C'est-à-dire ne pensez pas comment je pourrais appliquer quelque chose, mais pensez quel est le problème. Et la réponse va venir toute seule parce que vous avez ce bagage. Donc vous avez emmagasiné des informations, vous savez comment y répondre. C'est-à-dire que n'essayez pas d'appliquer, ça viendra tout seul. Regardez les problèmes où je peux appliquer, où il y a un problème. Donc l'éthique, ça sera votre façon à vous d'y répondre. Donc la valeur ajoutée, l'information, c'est de l'immatériel. Ça peut être intégré partout dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie productive, commercialisation, énergie. Donc l'éthique sont partout. Vous vivez avec l'éthique, on peut les appliquer partout. Donc c'est à vous d'en faire bon usage, c'est à vous de le créer de la valeur. Donc même en pensant au terroir, pour revenir à la première réaction, donc on peut partir des choses qu'on connaît parfaitement bien et trouver des applications pour les valoriser, donc les intégrer dans une chaîne de valeur autre. Voilà, je crois qu'on a fait ainsi un peu un tour de table pour répondre donc à ces questions. Donc un, ça a été sur comment inverser la tendance, comment inculquer cette culture d'entrepreneuriat. Et deux, c'est où appliquer, comment faire migrer l'éthique à d'autres secteurs. Donc je crois que nos invités ont répondu un peu à ces questions. Nous laissons la parole à la salle donc, et pour les réponses, pour les questions-réponses. Merci. Excusez-moi, c'est la troisième fois que je prends la parole. Je me suis arraché à mon bureau pour venir aujourd'hui,
Mais je suis venu seulement pour la matinée. Je suis resté jusqu'à 7 heures parce que le sujet est très intéressant, c'est très enrichissant. Je propose aux organisateurs d'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur, hein, de dire ces mots, pour la Tunisie. Je vous propose d'organiser une journée, s'il vous plaît, pour le top management, pas pour les étudiants, pour le top management de l'administration, du gouvernement, des ministres, pour qu'ils viennent ici comprendre l'intérêt de ce sujet. Vous savez pourquoi? Parce que ces jeunes, ils ne commencent pas à l'université, ils commencent dès le primaire. En Turquie, j'ai entendu une information que l'État a distribué des smartphones gratuits pour les élèves en primaire. C'est ça la culture, c'est ça l'avenir, c'est ça 2020 et 2025. C'est pas nous, c'est nos enfants. Bon, je vais juste raconter un petit truc parce que vous parlez des services là où investir. J'ai eu la chance l'année dernière, il y avait des gens qui se sont trompés peut-être pour m'envoyer pendant 2 semaines en Corée du Sud. On a un séminaire de e-business. Et bien, il y a des professionnels qui venaient nous présenter les expériences des entreprises. C'est ça le plus intéressant à apprendre aux étudiants. C'est comment les entreprises ont monté des trucs. C'est comme ça qu'on apprend des idées. Et bien, il y a une boîte, pour vous dire que l'avenir c'est dans l'éthique. Hein. Il y a une boîte qui fabrique les Legos, c'est ça? On fabrique un truc avec des Legos. Les enfants ne jouent plus avec les Legos physiques. Ils jouent sur les sites. Ils ont migré vers les jeux vidéo, les trucs en ligne. Donc, une boîte qui fabriquait les Legos, comment elle va survivre? Eh bien, en s'orientant vers l'éthique. Comment ça? Ils ont organisé des jeux, des sites, et les gens fabriquent leurs propres Lego. Et il y a des challenges. Le meilleur Lego, il va gagner un prix, et ils le produisent physiquement par la suite. Merci. Bonjour, bon, je me présente, je suis un étudiant à Esprit et en même temps j'ai une grande expérience avec Mozilla. Je suis représentant de Mozilla en Tunisie. Donc, pour la tendance à l'entrepreneuriat, je pense que le grand problème c'est peut-être, je dis peut-être Microsoft, l'esprit Microsoft. On n'a pas l'esprit de partage. Dès le début, on a un Windows devant nos PC, on n'a pas Linux pour apprendre comment résoudre un problème. Autre chose à dire, la notion de partage, et en plus, c'est pas le problème, c'est pas les étudiants ou les élèves, c'est plutôt l'État. L'État qui est toujours un bloc devant nous et qui ne donne pas l'opportunité de faire des entreprises ou de partager nos idées. J'ai une expérience il y a 1 mois. Avec Mozilla, on a voulu partager nos outils pour apprendre du HTML au lycée. Pour avoir l'autorisation d'entrer et faire une journée en lycée, il faut passer par l'État et avoir des certifs. Qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu as fait ça. Donc c'est un grand problème. Pour les tendances, pour les domaines antiques, on n'a pas parlé de l'embarqué robotique. Le robotique, aujourd'hui en Chine, je pense, ils ont fabriqué un robot qui peut avoir des applications pour apprendre des gestes à faire. Donc peut-être il faut vraiment viser ce domaine. Merci. Merci. En clôture de la question, je suis navrée, on n'a pas le temps. Donc y a-t-il quelqu'un qui voudrait intervenir? En fait, il y a eu deux réactions et les deux
presque indirectement ou directement solliciter l'État. Moi, je ne pense pas, au stade où nous en sommes, qu'il faille demander beaucoup de choses à l'État. Aller dans un pôle pragmatique. Aujourd'hui, des séminaires comme ça, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis en Tunisie et je vois des séminaires sur les technologies et de l'information et de la communication depuis 10 ans. C'est pas ça qui réellement apporte quelque chose. Ça nous permet d'échanger, ça nous permet de nous connaître, ça nous permet de nous familiariser avec les enjeux. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement. Quand je suis rentré à l'âge de 30 ans en Tunisie, c'était en 97, la première fois, premier retour. Justement, je devais monter une usine de produits chimiques. Ma marchandise est restée 5 mois bloquée au port. Pour une raison simple, c'est un problème d'information. La législation, les tarifs douaniers n'étaient pas connus par les douaniers, plus les crânes aussi ici. Donc, comme je ne voulais pas passer court-circuiter le truc, j'ai dit, je veux savoir, si ma marchandise ne rentre pas légalement, je ne vais pas la faire rentrer. Par contre, j'ai eu une idée. C'est justement d'apprendre et d'essayer de partager. Et c'est un moteur de progrès, l'ingénieur. J'ai créé le premier cabinet conseil spécialisé en supply chain. Parce que pendant les 5 mois, je ne suis pas resté à rien faire. J'ai observé, j'ai analysé, j'ai décortiqué toute la chaîne logistique du pays. Franchement, décortiqué. J'ai lu tous les tarifs douaniers, j'ai lu toutes les procédures. Vous allez voir tout le monde. Et j'ai créé un cabinet, j'ai dit je vais créer le premier cabinet conseil spécialisé en supply chain management. Parce que ce savoir, cette discipline n'existe pas en Tunisie. Et c'est comme ça que je l'ai créé. Après, je me suis internationalisé, j'ai créé une filiale à Londres, et j'ai vendu la première mission pour la Banque mondiale en 2003, au 2002-2003, qui a fait la première mesure de la performance logistique d'ailleurs. Et à l'époque, j'ai donné une notion qui était le coût hors transport, qui était une logistique qui choquait le gouvernement. Donc vous voyez, en fait, j'en ai fait un business, et c'était rentable. J'ai fait une entreprise qui était plus rentable que la première. Bon, la première, je l'ai revendue, j'ai revendu la seconde aussi, mais c'est comme ça qu'on évolue. Maintenant, quand on faire de ces difficultés-là des opportunités de création de valeur. Juste, je rejoins parfaitement ce que vous dites, Simon. Honnêtement, quels que soient les problèmes, j'ai essayé un peu de parler de l'exemple allemand. Il faut se concentrer sur ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce qu'on peut, nous, comment peut-on être positif, quel que soit l'environnement. En Allemagne, il est mieux qu'en Tunisie, mais au final, l'initiative, la volonté d'agir à son niveau, c'est ça qui manque un peu chez nous et qu'il faut vraiment le renforcer de plus en plus. Je rejoins parfaitement le thinking de Simon. Fisa, I'm joke. I don't think Microsoft is the issue. I am not a Microsoft fan, as you can see. But Microsoft في أمريكا, في Silicon Valley. وحتى حد سمعته قال Microsoft was the reason. Okay? So Microsoft is an enabler. مش يعاون. لازمك انت تعرف كيفاش تحرك وتخدمها، هذه أول حاجة. ثاني حاجة هذه للكل باش نعاود السنتيمون نتاع بريسك اللي ريتوهم اليوم الصباح واليوم العشية يطراو فيهم. انساو حاجة اسمها الدولة. لو حتى في أمريكا الدولة ما تعاونش. على خاطر كيما قلت لكم it's a big body وباش يتحركوا يلزمهم 20 حاجة أخرى باش تحركهم. معناتها كان باش تستناهم باش تولي كيف شعرك شيء ما تعمل توصل حاجة. شوف أنت معناتها مهمتك كيما تكون انتربرونور. فما كياس ماهوش معبد قدامك وفيه حفر. اوكي سيبنا هكا كلها مش مشكلة. فيها برشا حفر وبرشا هاو حيط هاو حجرة هاو بستاكل منها هاو ولي يعكلك. انت يلزمك تردو كياس مستقيم باش شركتك تخدم وانت اللي باش تردو. ماكش تستنى شكون يجي ينحي لك الحاجة هذيك. فمعناتها نعاود الكونسنسوس انساو الدولة. يا اخي تو نعطيكم اكزامبل في تونس معناتها ثم فقيه يخدم ديجيتال مانيا اتس مايكروسوفت بارتنر. شكون يعرف ديجيتال مانيا؟ اي علاش ما قالش مايكروسوفت؟ ما عنده حتى حاجه في مايكروسوفت. اتس ا جيم اتس ا كونتنت. عمل جو حطه على الانترنت لحاجته بديوانه
لحاجته بمطار، لحاجته بكهرباء، عنده كرا دار في اللاك، عنده 20 انجينيور اللي يلعب على الجيتار واللي يصور واللي يعمل، حط على الانترنت. سي كوم سا، شوف ما انت خمس. هو باش ندافع عن المدخن شويه، خاطر هو ما جبدش على الدوله كيفاش باش تعاونوا ولا تعادوش، هو يحكي كيفاش الدوله تعدى. هو مش دوله يقصد حتى بصفه عامه الاداره وكيفاش معناها لازم نتقدموا بون. فما كوميم حاجه تبدلت راهو في البلاد. اون اي رونتري دون اون نوفيل اير. معناها نحب ولا نكرهوا لا توندونس elle est claire malgré toutes les difficultés actuelles mais نعمل في السياسه، ولكن la société civile est en train de s'installer dans ce pays. La société civile existe et commence à se développer fortement. Donc فما ضغط بطبيعته est-ce que الاداره تتبع والدوله تتبع pour aller خاطر la technologie شنو يلزمها de la transparence، يلزمها معناها tout ce qui se fait soit affiché transparent. وتاخذوا حتى لي زيزامبل كيفاش بدا المجلس التاسيسي. المجلس التاسيسي تلقى التقارير الكل شنو صار كل يوم، تلقى لي فيديو الكل، on peut tout reprendre, on peut tout analyser. اللي صار في الليزي، الانتخابات، النتيجه، كل شيء على الانترنت. في تونس كنا حتى لي ناس لي رابور كي ما يعجبوش ils sont pas publiés، موجودين هما لي رابور mais ils ne sont pas publiés. وحتى تو ils ont essayé à un certain moment, il y a un rapport deuxième trimestre ما عجبش هكا de faire la même chose. toutes les associations ou l'opposition ils l'ont vite publié. Donc la tendance est quand même, c'est vrai qu'on a un pays, on a hérité, on cumule, on a taqalid, mais les empires les plus bureaucrates, mais l'empire othmani bureaucrate, l'empire français bureaucrate, etc. Donc on a un héritage de bureaucratie qui est une قوة تبدا الدولة المركزية وتوا ماشيين vers un état délocalisé دولة لا مركزية avec une entrée dans Inch'Allah un état de droit le plus rapidement possible et une démocratie. أنا نذكر نعطيكم نكتة، كنت وزير جاني وزير من جماعة الجي 20 وقت تعاونوا فينا، وقت مشى كنت تذكروا مشينا للجي 20 اكسيتيرا طالبين فلوس ومشاريع كبرى، وأنا كنت في الإيكيبمون والترونسبور دونك برشا مشاريع. وجينا عملنا باش نساعدوها برشا معناها باش نحرقوها بثنيات وبالسكر والسكك الحديدية وغيره هيك. قال لي الوزير قال لي باهي هذا en combien de temps؟ Parler de 20 milliards de dollars de projets d'infrastructure. Le GIED, etc. En combien de temps? Bon, les ingénieurs disent 5 à 7 ans. Khali, la démocratie dans tout ça. Sur la démocratie. Khali, avant, vous pouviez faire des projets très vite. Maintenant, pour faire une route, il faut acheter des terrains. Il faut que des gens vous les vendent. Il y a des associations environnementales. Et c'est ça la démocratie. Ça ne va pas être que des choses qui vont s'accélérer. Ça va être donc ça va être ralenti aussi. Il n'y aura pas que des avantages. Donc sur l'éthique, ça peut s'accélérer avec la transparence, etc. Mais par contre, il va falloir fonctionner dans un état de droit où justement la technologie et la transparence créent la confiance. Et à partir de là, que et l'initiative privée est dans un état régulateur de droit transparent et qui n'a rien à cacher, non corrompu, effectivement, on va tous trouver nos chances. Inch'Allah. Merci de patienter avec nous. Donc, on va clôturer avec Marouel Nahd, président Team Sudcom. ميرسي بارك الله فيكم اللي شرفتونا والحضور نتاعكم واللي دوني لا ريوسيت لليفينمون نتاعنا اليوم. نحب نستغل الفرصه باش نشكر ليكيب اللي خدمت معايا، فريمون ما كنت نجم نعمل حتى شيء من غير حتى واحد. نبدا مريم ماكني لا فيس بريزيدونت، موسى التاجوري شيف جروب سبونسورينغ وشاد الجبالي فيس نتاعو، مروان كشاو شيف اورغانيزاسيون مع احمد الغربي وحسين، محمد زرنوق شيف جروب فورنيتور ومعاه بيئة معلم، غادة ميري جروب بيليسيتي ومعاه يمنى بوزاكورة،
مروان بن عون qui a assuré une médiatisation بالرسمي قوية برشا وهي اللي عطات لامبلور للإيفينمون هذايا ومعاه بثين حميدات. أسماء الجرحاني اللي هي شيف جروب كونفيرونسي وهي اللي استدعت ليزانفيتي وكان البروجرام كبير معها مشهور. Et finalement إبراهيم المحفوظي شيف جروب تابلون. سي خليل اللي هو شيف جروب بريزونتاسيون. Merci à tous.